Ok Méné, la semaine dernière, on a fêté les 2 ans déjà de la collaboration exceptionnelle entre Virgil Abloh et Nike, le premier drop, The 10. Sur ces dernières années, Virgil Abloh, le designer américain, a été hyper productif en termes de collaboration. Aaron Preston, Levi's, Moncler, Jimmy Choo, Kiss, Takashi Murakami, Timberland, les parfums Byredo, Champion, Le Bon Marché, Ikea, Evian, et t'en as encore plein d'autres. Et il est même devenu directeur artistique de la section homme chez Louis Vuitton. Virgil Abloh a expliqué que lorsqu'il travaillait à plein temps pour Kanye West, il a eu le temps de bosser sur les Yeezy de chez Nike. Mais quand Kanye a bougé chez Adidas, plus personne ne voulait bosser avec lui, il était solo. Mais c'était pas un très gros problème pour lui. Une année comme ça, il a décidé de retravailler une paire de Umbro et de la porter pendant un défilé. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Fraser Cook, un directeur de chez Nike. Fraser Cook dit qu'il suivait Virgil depuis un long moment et qu'il a eu l'occasion de le croiser à différents endroits du monde. Il a même pu le voir pendant qu'il mixait dans certaines soirées, mais qu'il a préféré attendre le bon moment pour rentrer en contact avec lui. L'idée de la collection The 10 est venue de Nike et surtout de Mark Parker qui voulait réinterpréter et refaire les modèles iconiques de la marque de chez Jordan, Converse et Nike. Ils ont ensuite fait appel à Virgil qui a passé plusieurs jours dans les locaux de Nike pour voir toutes les silhouettes, toutes les archives que la marque pouvait proposer, man. La collaboration était séparée en 2 collections. La première c'était Revealing, 5 paires dans le délire déconstruit. Alors on avait la Jordan 1 Chicago, la Air Max 90, la Presto Vapor Max et la Blazer Mid. Et la deuxième collection, la Ghosting, c'était 5 autres paires dans un délire un peu fantomatique avec des uppers translucides et dans l'autre t'avais la Air Max 97, la Nike Zoom Fly SP, la Air Force One Low, la React Hyper Dunk et la Converse Chuck Taylor. Pour nous, le 9 novembre 2017, c'est un très bon souvenir. Parce qu'en gros, on était en contact avec le Twitter Nike France et nous avait affirmé que les paires sortaient ce jour-là. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé sur tous nos réseaux la collection Nike Off-White sort ce jour-là à telle heure. Bah, y a rien eu. Hein, on est resté sur Twitter en train de dire minuit, toujours pas d'Off-White, 1h du matin, toujours pas d'Off-White, 2h du matin, toujours pas d'Off-White. Et en fait, toute la communauté était derrière nous. On tirait un peu sur Monroe, mais c'était un très très beau souvenir. On avait même placé la date sur le maillot qu'on avait produit pour le sneaker event au Louvre. Depuis le premier drop, on a eu le droit à une multitude d'autres coloris, une multitude d'autres collaborations avec Serena Williams, avec Mbappé. Et on a même eu le droit à de nouveaux modèles, comme la Zoom Terra Kiger 5 et la Vapor Street, et même celles qui vont bientôt sortir, comme la Dunk Low qui a été présentée à la Fashion Week en juin, ou la Waffle Racer. Donc au total, on a quand même eu droit à une trentaine de paires avec des coloris différents de la collaboration entre Nike et Off-White. Du coup, je vais demander aux gars quelles sont leurs paires favorites de cette collaboration, et je vais leur demander si la collaboration Nike Off-White fait partie des événements majeurs du sneaker game de ces dernières années. Vous derrière la caméra, répondez aux questions dans les commentaires, likez, commentez, partagez, donnez du love comme vous savez très bien le faire. On est en bleu sang. C'est parti pour le débat. Bye bye. Alors déjà, je pense qu'on peut pas dire que ça c'est pas un événement majeur parce que en vrai, ça a beaucoup fait bouger le game ces derniers temps. Moins là ces derniers mois, mais genre quand The 10 ça a commencé à sortir, les gens ils pétaient un câble. On a entendu des grandes sommes se lâcher pour acheter des paires pétées. Pardon, hein, mais genre les Air Max, les Air Max, je les ai trouvés dégueulasses. Et les... Ouais, et les pires c'est... Non, et le pire c'est les Presto, je crois. Ça c'est les pires. Les gens étaient très chaud sur les Presto, très chaud sur les Presto. Ouais, c'était les pires. Donc ouais, en vrai ça a beaucoup animé le game, en bien comme en mal, tu vois. En gros en bien parce que ça a animé le game, tu vois. C'est dingue. Et il y avait des sorties, on a pu faire quelques unboxings dessus, du coup on a pu donner nos avis sur en général la collection. Je trouve que ouais, ça a animé le game. Maintenant, est-ce que ça a changé le game? Bah je trouve que ça a pas forcément changé. Si, ça a peut-être modifié les modes de pour cop. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup développé le raffle. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup développé le délire de raffle pour ça, parce que pour éviter que les gens se déplacent truc. Donc ouais, je trouve que ça a fait changer. Après, est-ce que ça a révolutionné le game? Non. Il lève le doigt depuis tout à l'heure. Ah, moi je suis plus ou moins d'accord avec Mike. D'accord, merci que Je pense que c'est un événement majeur de ouf. Pendant un certain moment, genre ça a pris trop de place. C'est-à-dire que genre il y a des putains de modèles qui sortaient en même temps, qui passaient inaperçus. Tout le monde était fixé sur ce truc-là. C'est pour tes modèles de Reebok là, frère, ça passe tout le temps inaperçu, laisse-nous tranquille avec ça. Reebok, Nike, Adidas, tout ce que tu veux, il y a des modèles qui sont sortis pendant que ça s'est sorti, qui étaient archi lourds, mais qui sont passés inaperçus à cause de l'engouement qu'il y avait sur ce truc. Genre ça a été aussi plus loin que le game de la sneakers, tout court, tu vois. Il y a d'autres personnes qui ont vu le truc, qui sont pas forcément dans le game, et je pense que c'est pour ça que ça fait partie des événements majeurs qu'il y a eu dans le game de la sneakers. 100%, si je peux reprendre directement ce qu'a dit Cosmo. En gros, on n'avait pas le recul nécessaire il y a 2 ans pour justement dire si ça avait changé le game de manière plus générale. En gros, on parlait juste des
releases de sneakers et de comment c'était hype. Mais ce qui s'est passé avec Virgil, avec Louis Vuitton, ça serait jamais arrivé s'il avait pas travaillé avec Nike. Du coup, je pense que cette collaboration-là et The Ten, ça a poussé Virgil et ça l'a crédibilisé à fond, tellement qu'il a pu faire des projets beaucoup plus cool et beaucoup plus larges à côté avec des marques avec lesquelles on n'aurait jamais cru qu'il aurait pu collaborer. Tu vois. Juste le gars de Louis Vuitton, il avait un œil sur Virgil depuis très très longtemps. Je pense que ça. Non, juste pour dire, c'est pas grâce à ça, ça a joué, mais je pense pas que ce soit grâce à ça, parce que ça fait longtemps qu'il était déjà en contact avec Louis Vuitton. Et sans faire rien, je pense que si nous on l'avait tous, même toi, gros. Tu savais qu'il y a 2 ans quand le truc il est sorti, vu le bruit que ça a fait, rien que Day One, on savait que ça allait être un bête d'événement. On allait continuer d'en parler année après année. Tu vois. Je pense que vraiment ça a été un épisode important, même pour nous, parce que derrière, raconte-nous comment t'as vécu l'épisode Twitter avec la sortie du Drop of White qui a été annulé. Non, en fait. Ah là, il peut s'expliquer, En vas-y, fait, non, on t'écoute. Il y avait la sortie, tu vois, ça devait sortir au calme. C'était début septembre, c'était le 8 ou le 9 septembre. Et en gros, ça devait sortir. On avait un contact avec Nike, tu vois. Pour aller avec le compte Nike France, frère, on allait sur internet. C'est pour ça que je voulais pas. Ça, c'est un truc, faut que les gens ils comprennent. Même des fois, les gars chez Nike, ils savent pas, frérot. C'est un vrai truc, ça nous arrivait plein de fois. Des fois, ils sont sûrs qu'il va se passer un drop. Et si à la dernière minute, il y a quelqu'un qui décide dans le marketing, ouais, ça sort pas, bah ça sort pas, frérot. C'est pas notre faute et c'est encore moins la faute de tous nos contacts chez Nike. Mais genre, arrête tous les partenariats qu'on a fait avec Nike. On a plus besoin de se justifier pour dire si nos infos elles sont vraies ou elles sont fausses, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même hyper drôle. Et t'es fait lâcher. Et je pense que c'était le premier camp en ligne, genre de l'histoire de l'histoire, tu vois. Genre on était tous là dès 8h, 6h, 7h, on voyait des gens qui étaient chauds déjà. On met 9h toujours pas d'off-white, parce que d'habitude les paires Nike elles sortent à 9h, tu vois. 9h toujours pas d'off-white, les gens ils pètent un câble, 10h on met 10h toujours pas d'off-white, 11h, midi, 13h, 14h, jusqu'au soir, jusqu'à minuit je crois. Je sais même plus jusqu'à quand on a fait ça. Tout le monde était grave chaud sur la collection et au final on a tous tapé des barres sur Twitter et on a passé une bonne journée, tu vois. De ouf, et y a personne à la fin qui avait vraiment le seum. C'était vraiment bon délire. J'ai l'impression que tout le délire de L, etc., en tout cas moi quand j'ai commencé à connaître, c'est avec Off-White. Ça montre un côté marrant, mais ça montre un autre côté qui est comment ils ont éduqué le consommateur avec tout ce côté hype là, de se dire ouais, l'éducation, la frustration, genre on frustre les typos au maximum pour que derrière ils vendent un maximum de produits, et ça s'est extrêmement bien fait avec Off-White, j'ai l'impression. Là où on peut dire que c'est un événement majeur aussi dans la sneakers, c'est que avant ça, genre Easy et Kanye West, il écrasait un peu le truc. Et genre ça a un peu fait oublier ce délire là aux gens et ça a un peu pris le dessus, je trouve, sur. J'ai l'impression que ça a même presque un peu endormi tout le délire Easy qu'il y a eu à un moment, tu vois. Lui a récupéré, tu vois, la lumière sur lui et que ça a un peu estompé le délire Easy jusqu'à devenir. Enfin, jusqu'à ce qu'on est. Où ça a changé le game, entre guillemets, enfin surtout chez Nike, c'est qu'ils ont grave appris de leurs erreurs. Parce que Yeezy il est parti justement parce qu'il avait pas assez de liberté, pas assez de créativité, etc. Et que là, avec Virgil, ils ont appris de ça et qu'ils l'ont laissé. Je pense qu'il a pas eu carte blanche sur les projets, mais il a eu beaucoup plus de possibilités que Yeezy, et ça, je trouve ça vraiment cool pour Nike. Et je pense que sur ça a été le point de départ de plein de collaborations, parce que quand tu regardes maintenant, il y a des modifications qui sont faites sur pas mal de paires. Par exemple, tu regardes la waffle avec Sakai, il y a beaucoup de taf dessus, beaucoup de modifications qui sont faites. Il laisse quand même pas mal de créativité, même au niveau des Air Force, etc. Et enfin, si déjà premièrement il n'y avait pas eu le clash avec Yeezy, il n'y aurait pas eu la collaboration avec Virgil, et du coup on n'en serait pas arrivé là, tu vois. Ça, je trouve ça cool. Ça me fait passer, je parlais à un mec du game qui est plus vieux que nous et il me disait ouais, en gros il faisait que des comparaisons entre les plus jeunes, tu vois, et genre les anciens du game, tu vois. Et il me disait qu'en gros les petits maintenant ils kiffaient plus du tout le produit et qu'ils kiffaient genre les trucs que par rapport à la hype, tu vois. Et moi du coup à chaque fois j'essayais de lui montrer que c'était un peu pareil chez eux, tu vois. Moi j'ai l'impression que les stratégies marketing de Nike elles sont là depuis toujours et que depuis toujours ils ont réussi à chaque fois à mettre des produits en avant et des tendances en avant, tu vois. Et en gros il me disait que genre par exemple là dans les 10 dernières années il n'y a pas genre deux paires il n'y a pas un modèle des 10 dernières années, tu vois. Là où genre les décennies précédentes il y avait un modèle qui était grave mis en avant, tu vois. Genre il y en a plusieurs là. Ouais, là il y en a plusieurs, mais là pour moi genre Virgil Abloh c'est super récent, mais j'ai l'impression que genre dans les 10 dernières années qui sont passées il s'est rien passé de plus chaud, tu vois. Et il n'y a pas eu quelque chose de plus chaud après, tu vois. On voit même là ce qui se passe sur les derniers produits qu'il a sortis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu plus chaud que le premier The Ten, tu vois. Est-ce que la première collection Nike Kanye c'est pas tout aussi chaud en vrai? Gros, moi ce que j'allais dire, les Yeezy 2, tout ça, les gens ils ont campé une semaine et tout ça, tu vois. Ouais, mais... Après ça a pas continué, donc est-ce qu'on peut comparer, je sais pas. En fait, je suis presque d'accord avec ça, sauf que genre c'était un microcosme. Parce que quand ils nous expliquent les mecs qui campaient, ils nous disaient ouais on était beaucoup, mais là par exemple tu prends un drop suprême normal collab Lacoste, il y a le même nombre de personnes dehors, tu vois. Donc pour moi c'est une sphère totalement différente. Il y a eu les drops Yeezy Nike, il y a eu du monde, mais là rappelez-vous quand il y a eu le drop The Ten, comment c'était au Nike Lab, rappelez-vous même le nombre de vidéos YouTube qu'il y a eu sur l'occasion, tout ça, tu vois. Rappelez-vous aussi de Cosmo qui a gagné une paire The Ten qui a pas été la chercher. Franchement, vu la valeur qu'elle a aujourd'hui, je regrette un petit peu. J'avoue. Moi je voulais dire, je suis grave d'accord avec
fashion, genre à l'époque, c'était dans le game, vraiment, c'était les gens qui connaissaient, qui s'intéressaient un peu au truc. Là, je pense que The Ten, il y a même des gens qui étaient pas dans la sneakers qui ont essayé de choper, tu vois. D'ailleurs, ça va aussi avec le milieu. Le milieu, il a grave pris de l'ampleur, il a grave évolué depuis la collab Yeezy, tu vois. Je pense que la dinguerie aussi par rapport à cette collab, c'est que là, il y avait 10 paires d'un coup. T'avais des Converse, t'avais toutes les shapes. Et genre, tu pouvais pas ne pas aimer au moins une paire du pack. Par exemple, moi je suis pas autant dans la sneakers que vous ou quoi. J'ai l'impression qu'avant c'était plus les puristes en fait. Quand il y avait des trucs, c'était plus les puristes dans la sneakers qui étaient là, qui faisaient la queue et tout. Et depuis cet événement avec Off-White, tout ça, bah il y a autant de puristes mais aussi beaucoup donc pour la hype, pour la fashion, tout ce qui est mode en fait. Et moi par exemple, là je suis plus rentrée dans la sneakers après ça justement. Par exemple, les puristes que je connaissais qui étaient en mode ouais, c'est pendant ce match qu'il a porté nanana. Là c'est plus en mode fashion, genre ouais, elle est cool pour le coloris nanana. Mais moi c'est vrai que j'ai plus rentré dans la sneakers après ça, j'ai envie de dire. Ou la basket, voilà, c'était moins puriste. Aujourd'hui, tu peux parler de la basket parce que tu aimes. Moi, par rapport à ce que disait Sean tout à l'heure, c'est justement ce qui m'énerve, c'est que je trouve que il y a plus, il y a plus vraiment de point de vue genre réel sur une basket. Genre, je trouve c'est comme elle est hype, vas-y, on l'achète. Enfin, j'ai l'impression, les gens ils s'attardent pas vraiment s'ils aiment réellement le produit ou pas. Alors que j'avais l'impression qu'à l'époque ça y était. Je dis pas que ces paires-là sont moches, hein, elles sont très très bien réussies, mais je sais pas si ils ont un avis réel sur le produit ou si. Mais t'étais pas là. T'étais pas là, frérot. Non, je rigole. Non. En fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est juste que je suis partagé. Pour moi, en gros, les vieux ils tiennent tout le temps ce discours. Mais moi, je suis moins pessimiste que ça. Il y a des petits qui kiffent vraiment les paires. Après, il y a des moutons, mais il y a des moutons là dans tout, tu vois. Genre, moi j'ai l'impression il y a bien genre 30% c'est des moutons. Wow. Ah non, moi je dirais 70. Non, pour de vrai, moi je dirais 70. Mais je suis pas contre ça. En gros, je suis grave content que cette culture-là elle devienne mainstream. Et le fait que ça devienne mainstream, ça fait que forcément t'as des gens qui suivent, même s'ils kiffent pas. Après, plus tard, ils auront des raisons genre pour lesquelles ils vont kiffer, tu vois. Quand tu rentres dans un milieu, tu peux jamais avoir direct le goût pour savoir, tu vois. Je pense que par rapport à vous deux justement, non, je pense en fait il y a grave des gens qui vont trouver la paire genre trop stylée, du coup ils vont l'acheter. Mais je pense qu'en fait c'est tellement on la voit porter qu'en fait on va avoir un avis dessus, on va se dire ah elle est stylée. C'est pas juste on est un mouton, c'est juste on voit, on l'aime porter et du coup on veut la porter après. C'est comme toute mode. C'est comme ça qu'ils sont forts, c'est genre ils ont créé un engouement énorme autour d'une basket, genre comme si c'était un produit de luxe en édition limitée, genre ils créent l'envie, le désir, tu vois. Genre la frustration, c'est comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est la frustration. C'est pour ça que tu vas le vouloir, c'est parce que déjà de 1 il est unique, il y en a pas beaucoup. En fait ça va t'apprendre justement le fait que tu aies une paire qui est rare, tu vas te dire ah c'est bien je l'ai, et après tu vas avoir cet engouement pour en essayer d'avoir plus, et tu vas avoir ce recul après critique de dire cette paire elle est stylée, et tu vas avoir justement une bibliothèque de référence dans ta tête pour te dire celle-là elle est bien, celle-là elle est nulle. Pourquoi ? Parce que voilà il y a tels critères qui font que dans ma tête je la trouve stylée et pas elle. S'il y a un truc je pense qui a changé vraiment le monde de la basket sur Off-White, que ce mot a effleuré la question tout à l'heure en disant qu'il regrettait de ne pas avoir acheté la paire pour la revendre derrière. Je pense que c'est la collab Off-White qui a fait exploser le marché du resell entre guillemets. Je dis pas qu'il n'existait pas avant parce que Ben était là avant qu'il y ait Off-White, mais je pense que ça a fait que les gens se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir beaucoup d'argent à se faire entre guillemets facilement en rentrant une adresse mail et une carte bleue sur un site. Et tu vois même ça, quand tu discutes avec les anciens, c'est un point négatif, tu vois. Ça fait rare de se dire ouais tu peux acheter une paire, tu vas faire plus 20, plus 30 euros. Tu vois, je capte. Mais j'aime trop le fait que ça ait inculqué, tu sais, un petit côté de hustle à tout le monde, tu vois. Genre tout le monde réfléchit à ce côté-là, ouais je peux faire un petit billet là, vas-y facile, tu vois. Moi je trouve ça génial. Je capte le fait que ce soit chiant, tu vois, parce que certains veulent le produit et tout, mais quand même ils ont réussi à inculquer de la débrouille à tout le monde. Je pense que grâce à ça, je vais pas dire les plus jeunes d'âge, mais les plus jeunes dans le game, bah ils s'intéressent à autre chose. Moi maintenant c'est vrai qu'au début de Virgil, j'avais grave des gens qui m'envoyaient des DM en mode ils me montraient que des Off-White, ils me disaient t'en penses quoi. Aujourd'hui il y a des mecs, ils me montrent des GR et ils me disent ah les dards et tout ça, tu vois. Et des fois je discute avec eux, c'est pour les tailler, tu vois. Ah t'aimes pas la dernière Off-White, tu dis frérot je l'aurais jamais. Donc tu vois en fait ils s'ouvrent sur d'autres modèles et c'est cool, tu vois. Je trouve ça cool, mais je pense qu'ils le font parce que c'est Watt et parce que non, parce qu'on a un peu imposé ce délire là, tu vois. Le délire de ouais trouver des alternatives aux paires qui sont genre s'en foutent des paires qui sont hyper hype et chercher des alternatives. Tu vois ce que je veux dire. Ils voient autre chose et ils achètent autre chose. C'est ça, moi je trouve que je pense pas que ce soit à cause de The Ten. Je pense que c'est plus parce que c'est Watt. Moi je pense que c'est plus la frustration qui fait ça. Tu sais maintenant que t'es frustré mais que tu kiffes quand même la basket, une fois que t'as vu 10 paires passer sous ton nez, t'as le seum, bah tu vas à Foot Locker, tu regardes les GR, tu dis ah elle est belle, je peux faire une bête de tenue avec, tu l'achètes, tu la mets, tu vois. C'est plus comme ça que je vois le truc. Je dis par contre par rapport à la collaboration, il y a un truc dont je suis étonné qu'on ne parle pas souvent et tu le dis dans l'intro, tu vois. C'est l'histoire que Virgil est là avec Nike, tu vois. Parce qu'on a l'impression que la collaboration elle sort un peu de nulle part. Genre en gros quand il était petit, il designait des paires, il dessinait des paires avec son pote, il les
envoyé chez Nike, genre en mode ouais, est-ce que ça vous intéresse, machin, etc. Il a toujours eu un lien proche, tu vois. Ça te donne encore plus de sens et je trouve ça dommage que ça soit pas mis en valeur du coup. Quand ils ont annoncé la collaboration entre Sean Wotherspoon et Nike, ils l'ont vendu un peu comme c'est le gosse qui a toujours voulu bosser avec Nike et qui réalise son rêve, etc., etc. Et là, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc moi, ma paire préférée, bizarrement, ça aurait pu être les Jordan, mais c'est pas le cas. Ma paire préférée, c'est la première Converse, la Vulcanize. Le quoi? Le suceur de quoi, Sean? Dis-le à la France entière. Non, c'est la Converse Vulcanize, elle est incroyable et elle est incroyable. Et la deuxième version de Converse, ils ont chié dans la colle. Et toi, c'est quoi ta paire, Sean? Ah, c'est la Converse Vulcanize. Oh, le suceur de glace. Non, ouais, c'est la Converse, frérot, elle est incroyable. En plus, elle est chez WAM en taille 40, je le sais. En gros, j'hésite avec la Vaporfly que j'ai bien aimée, la 90. Et la 97, je trouve, il y avait un délire alien que j'aimais bien sur la paire, je l'aurais pas acheté, mais j'aimais bien. Donc, je vais partir sur la Vaporfly. Je pense que ma préférée du pack The 10, c'est la Vaporfly. J'ai bien aimé la paire. Elle a l'air archi fragile, comme à peu près toutes les paires chez Nike Off-White, mais ouais, je pars sur la Vaporfly. Moi, ça va être la Air Force One. Hein. Pour la T'inquiète. contexte, Je sais pas si c'est une revisite ou pas. On va pas commencer un nouveau débat. Mais Air Force One, pour moi, elle reste épurée, tu vois. Elle reste un petit peu comme la Nike Air Force One blanche, tu vois. Genre grave épuré, mais j'ai kiffé le jeu de matière, tu vois. Il y avait vraiment des matières différentes et ça m'a fait kiffer. Pourtant, ça reste un truc hyper classique. Hein, mais... Moi, c'était la Air Max 90. Il n'y avait pas encore de team de clan avec Adidas, etc. Et j'avais demandé à Francis qui me trouve des liens pour que je puisse la cliquer. Et après, j'étais choqué et profondément déçu que la paire sorte pas le 9 septembre. Et je t'en ai voulu un petit peu. Je suis calme. C'est sorti la semaine d'après. Hein. Moi, ma préférée, c'était la Air Jordan 1. Quelle couleur? Rouge blanche? La rouge au début, mais en fait, quand j'ai vu la bleue ciel, elle est trop canon. Mais elle est Je vais mettre celle-ci. Hein? Non, mais du coup, le coloris. Ah, donc, bah alors la rouge alors. C'est la rouge. Moi, c'est les Vapor Full Black, Vapor Max, parce que j'adore les Vapor Max. Et par contre, je trouve que c'est celles qui sont le moins travaillées, mais ça me dérange pas. Genre, j'aime bien l'aspect full black et j'adore les Vapor Max, du coup, ça m'allait bien. Il y avait des petits détails qui changeaient, tout ça. Les lacets étaient très beaux. Ouais, pareil que Monroe, la Air Force One blanche, je la trouve incroyable. Il y avait aussi un colorway spécial pour le Complex One qui était encore plus beau avec le swoosh un peu brillant là. Mais ouais, effectivement, j'ai vu personne avec la paire. Je crois que j'ai dû voir une personne avec la paire au pied depuis que The 10 est sorti. C'était Francier, voilà. Et c'est bizarre d'ailleurs. Parce que autant les Presto, on en voit à tous les coins de rue, j'ai l'impression. Comme As, mais ça. C'est chelou, personne ne dit Presto. Tout le monde kiffe fou la Presto sur le renté. La Presto, je la trouvais belle. La paire, elle était jolie. Quand on a été en Suisse pour le pop-up, là, on l'a vue en vrai et en fait, je la trouvais éclatée en fait. Je trouve les matières qui sont utilisées dessus, si t'as un VUI, ça se voit tout de suite et la paire, elle ressemble plus à rien. Mais moi, sur les Presto de base, c'est déjà comme ça. Ma préférée, c'est la Converse aussi. On l'avait déjà dit à l'époque où tout était sorti. Je trouve que les plus éclatées, c'est la Jordan et la Presto. Je trouve que c'est éclaté de chez éclaté et j'ai vu personne bien rapporter. Ok, bon, on a répondu à la question est-ce qu'on pense que la collaboration entre Nike et Virgil Abloh est un événement majeur du sneaker game? Vous qui regardez le Camino Daily, répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de donner votre paire préférée de la collaboration. Passez une très bonne journée, mais on est en bleu sang comme jamais. Bye bye.